Et si toi aussi, tu te lançais dans cette belle aventure qu'est le BTS diététique? Hello, moi c'est Charlotte, je suis diététicienne et formatrice pour le BTS diététique depuis 2020. Au quotidien, j'accompagne de nombreux élèves et jeunes diplômés dans leur formation et jusqu'à leur installation en libéral pour les aider à concrétiser leurs projets. Avec Diététique Bienveillant, mon objectif est de partager mes connaissances et mes compétences au service de ton projet. Dans ce podcast, je partagerai notamment les clés de la réussite pour le BTS ainsi que pour ton installation en libéral. J'inviterai également de nombreux intervenants afin qu'ils partagent avec toi tout ce qui pourra t'aider dans ton parcours. Si tu veux me contacter ou avoir plus d'informations, retrouve-moi sur mon site internet www.diététique-bienveillant.fr ou sur Facebook sur le groupe BTS Diététique Bienveillant. Alors, et si toi aussi, tu te lançais dans cette belle aventure? Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce 12e épisode du podcast Diététique Bienveillant pour un nouveau témoignage. Aujourd'hui, on accueille Noura qui vient nous partager son expérience du BTS diététique en présentiel en école publique. Après un début de cursus en école de médecine, Noura a finalement décidé de devenir diététicienne. Elle va nous partager dans ce témoignage ses bons plans, ses conseils, mais aussi ses projets avec sincérité et bonne humeur. Je vous laisse donc avec Noura. Bonne écoute. Bonjour Noura. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur cet épisode pour ce partage avec les élèves. Donc déjà, si tu pouvais commencer par te présenter ton nom, ton âge, quand est-ce que tu as eu ton BTS, voilà. Ok, alors donc moi c'est Noura, j'ai 25 ans et j'ai intégré le BTS diététique en 2021. Donc j'ai obtenu le BTS en octobre 2023 et j'ai fait mes études à Paris. Ok, et donc tu as fait tes études dans quel type d'école? Une école en présentiel, en distanciel? C'est une école en présentiel, Oui. c'était dans le public. Ok, d'accord. Et donc tu l'as fait en 2 ans? Oui, c'est bien ça. Il y avait possibilité dans le public et en présentiel de le faire en plus longtemps ou pas? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Dans mon école, c'était pas vraiment une option, sauf si on avait des difficultés. Mais moi, en tout cas, enfin, on n'abordait pas vraiment ce sujet, ni moi, ni pour les autres étudiants. On nous a dit que c'est fait en 2 ans et tout le monde a fait en sorte de le passer en 2 ans. Voilà. Ok. Et donc, si tu as 25 ans, t'as pas fait ton BTS juste après ton bac? Non, Tu as fait autre chose entre-temps? oui. J'avais commencé des études de médecine. D'accord, J'ai ouais. fait 3 ans et après j'ai décidé de me réorienter vers la diététique. D'accord. Et pour quelle raison alors? Alors, c'était les années du Covid et je me rappelle durant la première année du Covid, c'était en 2000, fin 2019, début 2020. Là, on avait commencé le confinement, ce qui m'avait permis de rester plus à la maison, de faire une petite relecture de où j'en étais dans ma vie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais sacrifiées pour la médecine, que je ne faisais plus, et qu'il y avait beaucoup de choses que je devais changer pour avoir la vie dont je rêvais et qui me convenait. Et j'ai trouvé que je me suis au départ orientée vers la médecine, mais ce n'était pas vraiment ça que je voulais faire et que il y avait possibilité de faire quelque chose d'autre dans le domaine de la santé qui soit plus en accord avec mes objectifs pour le futur. Et finalement, c'était la nutrition qui m'intéressait plus que la médecine en général, parce que ça me permettait de lier deux choses que j'aime beaucoup, la science et aussi le monde culinaire. Ok, d'accord. Donc, tu as dû te plaire en technique culinaire, enfin en nata. Oui, oui. Même si la première année, c'était un petit peu difficile, mais après la deuxième année, j'ai adoré ça. Et tu as fait quoi comme bac? J'ai fait un bac S, option sciences de la vie et de la terre. Ok, donc pour toi, l'épreuve ou la matière biochimie ou la physiologie, physiopatho, c'était simple. Oui. Ok, donc t'avais pas de difficulté, t'as pas fait de mise à niveau, rien de Non, tout ça. non, j'ai pas fait ça parce que le bagage scientifique que j'avais du bac
S et bien sûr de mon parcours en médecine, c'était suffisant pour pouvoir intégrer le BTS et faire les cours de biochimie et physiologie. Ok. Et surtout que à l'école, avant de commencer, ils nous ont fait comme un chapitre introductif en biochimie dans lequel il y avait l'essentiel en chimie. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de mise à niveau, même pour les autres personnes Hmm. qui étaient avec moi. Ok, Oui. d'accord. Parce que tu avais des personnes, j'imagine, même dans ta classe, qui n'avaient pas forcément un bac S. Non, il y avait beaucoup de reconversions, aussi beaucoup de personnes qui venaient de commencer leur parcours académique. Et donc, il y avait elle, STMG, et finalement, on n'avait pas tous le même niveau au départ en termes de base scientifique, mais avec l'accompagnement des profs, à la fin, je pense qu'on avait tous à peu près le même niveau. Ouais, c'est intéressant, donc, parce que c'est vrai que moi, je suis très peu en contact avec des élèves qui sont en présentiel. Mm. Moi, sur mon groupe Facebook que j'ai, c'est surtout des élèves en distanciel. Mhm. Donc, c'est intéressant d'avoir ton retour en tant que personne qui était en présentiel et dans une école publique. Donc, tu peux aussi avoir des gens qui étaient en reconversion, donc des gens qui étaient plus âgés que toi aussi, Oui, j'imagine. oui. Ouais. Donc ça posait pas de problème. Ils ont fait le parcours Cyclade comme Ouais. tout le monde. Mhm. Ok, d'accord. J'ai Est-ce que tu connu, sais s'il oui. fallait qu'ils aient un dossier vraiment plus sérieux avec des bonnes notes, des meilleures appréciations? Honnêtement, je ne pense pas par rapport aux notes, mais je sais qu'il prenait surtout pour la motivation et le projet professionnel pour l'avenir. Ah, ok, d'accord. Donc, Ok. moi, enfin, les personnes qui étaient avec moi, elles n'avaient pas toutes le même niveau. Dans leurs études précédentes. Elles n'avaient pas toutes de très bonnes notes. Et même, il y en a qui, ça fait longtemps qu'ils ne faisaient plus d'études, donc elles avaient commencé à travailler. Donc, les profs ou bien les personnes qui se chargeaient d'accepter les nouveaux étudiants ne se basaient pas vraiment sur les notes, c'était plus la lettre de motivation. Ok, d'accord. Et la plus âgée, tu sais quel âge elle avait? Ou il avait? Euh, 29 ans. 29 ans. Ouais, ça va, c'est pas très, très âgé encore, ça reste Oui. jeune. Ok, très bien. Et qu'en as-tu pensé de ton école? Du suivi, des profs, des cours, tout ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, Au départ, je me sentais un tout petit peu perdue parce qu'on n'avait pas de syllabus ou bien de livret pour chaque matière. Donc, les profs venaient chaque jour avec les papiers imprimés ou bien on nous disait de prendre des notes. Il n'y a pas Donc, de livre. il n'y avait pas de livre. Donc c'est vrai qu'en comparant avec d'autres écoles que je voyais, par exemple, je vais pas donner de nom, mais c'est des écoles en ligne qui Mhm. proposaient des livres, je me sentais inférieure. Et je me disais, mais comment je vais réussir sans ces livres-là? Mais après 2, 3 mois, finalement, le fait d'avoir les livres n'avait pas d'influence sur sur ma méthode d'apprentissage que les profs nous apportaient. C'était suffisant parce qu'on avait des cours tous les jours, toute la journée même. C'était des cours qui étaient plus ou moins réguliers. Donc on n'avait pas toutes les matières en même temps. On avait des matières pour la première année, des matières pour la deuxième année, et donc les matières étaient bien séparées. On voyait toujours le même prof régulièrement, ce qui fait qu'on avait des liens entre les cours. Et ça m'avait permis d'avancer sans avoir de soucis. Honnêtement, ce que l'école nous a apporté, pour moi, c'était suffisant pour réussir le BTS. Les profs étaient toujours présents si on avait des questions. Même après les cours, des fois, ils étaient présents, ils restaient avec nous pour travailler la matière. Donc, je trouve que c'est bien fait. Moi, je Donc, n'ai pas eu de soucis par rapport à ça. finalement, le fait que tu n'aies pas eu de livre aussi, ça t'a peut-être permis, au début, ça peut faire peur en se disant, oui, en effet, les autres écoles, ils ont des livres et moi, j'en ai pas, peut-être que je vais manquer d'informations, mais finalement, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que souvent, toutes les écoles à distance ou même des écoles en présentiel, mais écoles privées, ont des livres, mais il y a trop d'informations, beaucoup trop d'informations. Et donc là, peut-être que le fait que tu n'en aies pas, eh ben ça vous a vraiment tout de suite mis sur l'essentiel. Alors forcément, pas que l'essentiel, il y avait un petit peu plus, mais
peut-être beaucoup moins et beaucoup moins noyé, quoi. Oui, ça m'a effectivement permis de ne pas me perdre, de me focaliser aussi sur les informations les plus importantes pour le BTS et aussi de me dire que finalement, toute la matière qui nous est présentée, ça sera pas présent forcément aux épreuves. Par exemple, pour la microbiologie, il y a un livre, beaucoup de matières et finalement, il y aura peut-être maximum deux questions qui seront posées. Il suffit de connaître le minimum pour pouvoir avoir les points en microbiologie. Ça m'a permis de me rassurer un petit peu que la charge de travail, finalement, elle est réduite. Bah, là, oui, c'est un bon exemple avec la microbiologie. En effet, c'est une matière où finalement, enfin, même moi, dans mon école, on avait un livre. Bon, il n'était pas très gros, mais on avait un livre. Moi, je suis microbiologiste, donc c'est un livre que j'ai pas lu, ça m'intéressait pas, mais parce que je connaissais déjà, mais je trouvais ça très peu intéressant pour peut-être une ou deux questions, parce que des fois, il y en a même pas. Donc, ouais, je trouvais que c'était un peu trop pour le peu de questions qu'on pouvait avoir dessus, quoi, en Oui, effet. Que ce soit en présentiel ou en public ou en privé ou à distanciel, tout le monde est soumis à la même chose, c'est-à-dire les stages. oui. Déjà, est-ce que tu as réussi à trouver facilement des stages? Comment ça s'est passé pendant tes stages? Le premier stage que j'ai trouvé, c'était le stage à thème optionnel en Mhm. première année. Et je l'ai trouvé justement sur ton groupe. Une diététicienne avait posté un message qu'elle prenait quelqu'un. Et donc le thème du stage m'avait intéressée. Donc j'ai directement postulé et j'ai été acceptée. T'es un stage dans quoi? C'était un stage à la Caisse des écoles D'accord. de Paris. Et donc, c'était un peu de restauration collective et plus d'animation et d'éducation auprès des enfants. Ah, super. Et donc, j'ai pu voir tout ce qui est en lien avec, par exemple, la découverte des cinq sens, le gaspillage alimentaire. Donc, voilà, toutes les notions qui sont un petit peu moins abordées lors des cours du BTS parce que on se dit que c'est du bon sens, donc on s'attarde pas énormément dessus et on préfère voir tout ce qui est scientifique et diététique. Donc, c'est vrai que ce stage a été bénéfique pour moi pour renforcer mes connaissances dans ces sujets-là. C'est vrai que le BTS diététique est beaucoup plus centré sur le côté nutrition, ration, Oui, répartition, calcul, sciences, oui, biologie, que sur le côté diététique et oui, éducation diététique oui, des personnes, alors que finalement, c'est beaucoup ce qu'on fait, quoi. C'est oui, 90% de en notre fait, métier en par fait, la suite. Ok, d'accord. Donc ça t'a beaucoup plu? oui. Ok. Et, après, pour les stages en restauration collective, j'ai eu un tout petit peu de mal au départ à trouver. Mais finalement, je les ai trouvés en appelant directement parce que par mail, on ne me répondait pas. Donc, en appelant, j'ai trouvé le premier stage. Puis le deuxième, c'est mon école qui m'a dit que dans telle cuisine, il prenait des stagiaires. Donc, j'ai envoyé ma lettre de motivation et mon CV et on m'a pris. Et mes deux stages en restauration collective, je les ai faits en milieu hospitalier. Donc, c'était deux hôpitaux aussi à Paris. Le premier, c'était une petite structure avec un prestataire. Le deuxième, c'était une plus grosse structure avec une cuisine centrale. Donc, c'est eux qui géraient la cuisine et tous les deux en liaison froide. Ok. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé dans les deux. Et du coup, j'ai fait de l'analyse nutritionnelle et aussi tout ce qui est hygiène qualité dans les deux. Et ça m'a permis en fait de comparer le fonctionnement dans une petite structure à la grande structure. Et ensuite, tu as fait tes stages thérapeutiques. Les stages thérapeutiques, c'était les plus difficiles à trouver. Souvent, on nous dit que les élèves des écoles publiques, surtout, Oui, ils sont favorisés parce que certaines, il paraîtrait, alors c'est des on dit, j'en sais rien, que certaines écoles auraient des listes d'établissements pour les élèves. c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les écoles, mais nous, dans notre école, on nous laissait pas avoir accès à cette liste, ou bien plutôt, on nous donnait cette liste et on nous disait qu'on n'avait pas le droit de postuler avant d'avoir intégré la deuxième année, Mm. parce qu'ils voulaient qu'on mène nos propres recherches, qu'on aille chercher des structures en dehors de cette liste d'hôpitaux
Et au début de la deuxième année, on a eu une réunion avec les professeurs. Et donc, ils ont vu avec chacun d'entre nous ce qu'on avait fait comme travail, vers quelle structure on s'est dirigé, si on avait trouvé nos stages ou pas. Et après, ils voyaient, par exemple, moi, j'avais une possibilité d'effectuer un stage dans une structure en dehors de Paris. Mais vu que je ne pouvais pas me déplacer et que ça allait être un petit peu difficile, finalement, on m'a redirigée vers une structure de la liste. J'ai passé un entretien et finalement, on m'a sélectionnée. Et le deuxième, on me l'a donné. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont postulé dans des structures qui ne sont pas dans la liste et qui ont été acceptées et finalement, elles n'ont pas eu besoin de la liste de l'établissement. Et justement, quand tu as postulé ou même quand tu as fait tes stages, est-ce que on t'a dit que ils préféraient justement des élèves qui étaient en présentiel plutôt que d'autres élèves en distanciel? Non, non du tout. Non. Ok. Ça n'a jamais été évoqué dans l'entretien. Après, peut-être parce qu'ils connaissent l'école de laquelle je viens, donc ce n'est pas une question qui a été posée ou Ouais. ils n'ont pas abordé le sujet. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça soit un facteur qui joue dans la sélection. Et vos dates de stage en école publique, elles sont bien définies? Vous Oui. pouvez pas faire dans d'autres périodes. Vous avez Non, pas le droit. rarement. Enfin, moi, le stage à thème optionnel, j'ai pu le faire une semaine en avance parce que c'était la fin de l'année. Donc, il restait une semaine des cours et les profs savaient que j'allais rattraper tout ce que j'allais manquer. Donc, ils m'ont laissé faire le stage une semaine à l'avance. Mais sinon, pour les autres stages, généralement, on est obligé de faire durant les périodes qui sont définies par l'école. Ouais, vous n'avez pas le droit de les faire pendant l'été, par exemple. On a le droit si on n'arrive pas à trouver le stage avant, Ok. mais ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Et au niveau du rythme, alors, dans ton école, tu avais combien d'heures de cours, tu saurais dire? Le nombre d'heures, c'est 7 fois 5, 35 à peu près. Ok, Oui. d'accord. C'était dense? Ça allait vite ou ça allait? Ça allait, mais je pense que pour les personnes qui ont plus de difficultés à comprendre une matière, ou bien qui prennent plus de temps pour réviser, ou bien comprendre une certaine notion, ça devait être lent. Même moi, à certains moments, je trouvais que ça allait trop vite, qu'il y avait trop d'informations, que c'était très chargé. Mais comparé à mes études d'avant, je trouvais que ça allait un petit peu plus. Mais d'autres étudiants qui n'avaient pas un rythme assez chargé Soutenu, ouais. avant, oui, ont sûrement trouvé que c'était trop rapide. Au niveau des épreuves, toi, tu as décidé de les passer en global, en progressif. Je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs de le faire en progressif dans des écoles publiques. Alors encore une fois, c'est selon le cas de l'étudiant. Généralement, c'est en global. On nous donne pas le choix de le faire en progressif. Ils vont donner le choix s'ils trouvent que l'étudiant ne pourra pas le faire en global, s'il y a un souci de santé ou bien que la personne doit arrêter pour une année et puis reprendre ses études. Mais on nous met dans le cas global dès le départ. Et donc, ça va, ça a été? Oui, ça va. Et comment alors se sont passées ces épreuves pour toi? Est-ce que tu avais des matières déjà où tu te sentais plus à l'aise? J'imagine tout ce qui était scientifique, tu te sentais déjà plus à l'aise? Oui. La biochimie, c'est la matière dans laquelle je me sentais le plus à l'aise. C'est rare. Oui, tout le monde dit ça, mais en fait, je pense que les profs ont une influence sur les matières qu'on appréciait. C'est sûr. Et moi, la biochimie en médecine, je n'aimais pas ça du tout. Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'interaction entre moi et le prof. Et une fois passé au BTS, c'est la matière dans laquelle je cartonnais. J'adorais ça. Et la prof qui nous enseignait était très pédagogue. Elle répétait et répétait et répétait tout le temps. Et si quelqu'un n'avait pas compris, elle répétait encore. Donc moi, j'appréciais ça. J'appréciais le fait qu'elle donnait de soi pour nous enseigner cette matière et finalement j'ai commencé à vraiment aimer. Et après, pour la deuxième année, quand on a commencé à faire la physiologie, c'est là que je me suis rendu compte que la biochimie, c'est tellement important pour comprendre les mécanismes physiologiques
qui, eux, sont importants pour pouvoir agir au niveau diététique. Donc, même si au départ, ça a l'air très vague, on se dit qu'on ne va jamais utiliser ces matières dans le travail après, mais il faut vraiment bien comprendre au départ pour pouvoir agir après. Et donc, Tout c'est à ça fait. qui m'a fait vraiment aimer la biochimie. C'est tout à fait ça. Au début, c'est très dur, surtout quand on vient d'un autre milieu ou enfin, pour ceux qui ont fait du littéraire et qui arrivent là, c'est sûr que c'est waouh, c'est totalement l'inverse. Et en Mm. fait, au début, c'est très compliqué parce que c'est beaucoup de théories avec des formules, des trucs comme ça qui nous intéressent pas. Mais dès qu'on passe au métabolisme, déjà, on comprend mieux. Déjà, l'intérêt des molécules dans le métabolisme. Après, on va passer en effet on va mettre en lien avec la physiologie, on comprend le métabolisme dans l'organe donc ou dans les organes. Et ensuite, on va passer à la physiopathologie, donc on va comprendre aussi comment l'organe peut dysfonctionner et apporter une maladie ou des problèmes divers et variés. Et donc après, agir en tant que diététicien, donc c'est vraiment en effet, tout un fil d'Ariane qui est important à savoir et c'est pour ça que le début, il faut le connaître, qui est un peu plus difficile, un peu plus chiant, on va dire, mais bon, il faut passer par là. Et mon conseil, ça serait de ne pas avoir peur, de ne pas stresser au départ et de garder en tête que, OK, au départ, ça va être difficile, ça va être un petit peu chiant, ça sera que des formules. Il faudra parfois apprendre sans vraiment comprendre, mais à la fin, quand tous les chapitres seront abordés et que toutes les notions auront été vues, là, ça va devenir beaucoup plus clair. Donc, je pense que c'est important de se dire qu'il faut prendre son temps, qu'il faut aussi être sûr que à un moment donné, ça va se débloquer. C'est la matière qui prend le plus de temps à être comprise, à être assimilée, et la notion du temps est importante pour assimiler les cours. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce que tu dis, c'est important. C'est voilà, faut aussi se laisser le temps. Souvent, les élèves, ils sont paniqués au bout de 6 mois de BTS et ils se disent, ah là là, mais j'y arriverai jamais, c'est trop dur, il y a trop de choses. Je vais tout oublier, mais c'est normal, ça fait 6 mois. Oui, Donc, au bout de 6 mois, on peut pas tout retenir déjà, c'est pas possible. Donc, faut laisser déjà le cerveau ingurgiter tout ça et de toute façon, tout va revenir, on va tout reprendre. Il faut oui. déjà mettre le ciment sur le départ et puis après, on va reprendre le tout pour vraiment voilà, créer des fondations, créer voilà, tout le reste qui va après, quoi. Ensuite, les autres épreuves, comment c'était pour toi? Les autres épreuves, si on commence par celle que j'ai passée au début, donc anglais, technique culinaire, ça s'est très bien passé. Anglais, donc moi personnellement j'ai un bon niveau en anglais, Mhm, pas eu de soucis par rapport à ça. Et même notre prof nous avait bien guidés, nous avait bien expliqué comment les épreuves se passent et la cotation mhm. lors des épreuves d'anglais. Donc ça, je pense que ça a enlevé une bonne partie du stress quand on voit qu'ils n'attendent pas vraiment de nous d'être des experts en anglais, mais de savoir s'exprimer et d'avoir un avis, de pouvoir l'exprimer en anglais. Je pense que ça, c'est le plus important. Donc finalement, faire une faute, être moins rapide, Oui. c'est pas grave. Faut pas être forcément très, très fluente. Non, Et non. voilà, faut savoir juste s'exprimer par rapport à un sujet dit, quoi. Oui. Ok, ouais. Et pour donc l'ATA, ça aussi, ça s'est bien passé, mais j'ai beaucoup stressé. J'ai beaucoup stressé. Je pense que je n'aurais pas dû parce que ce stress m'a un petit peu ralenti. Il y a des choses que j'aurais pu faire pour être plus optimale, pour accélérer et avoir une meilleure note. En Mhm. fait, pour ATA, le conseil, c'est de ne pas retenir bêtement toutes les notes, c'est plutôt apprendre les techniques et les recettes de base. Donc, il y a plein de sortes de tartes, mais finalement, le plus important, c'est savoir faire la pâte à tarte. C'est ça. Et après la garniture, bien sûr, ça va changer, mais le plus important, ce qui va être le mieux noté, c'est la pâte. C'est ça, tout à fait. C'est Donc, vraiment toujours la technique culinaire qui est importante. Il y a des écoles, alors je sais pas la tienne, mais je sais qu'il y a des écoles à distance où des élèves peuvent voir jusqu'à 100, 150 recettes sur les 2 années, ce qui est énorme. Mais ils essayent de tout apprendre alors que finalement, ça n'a aucun intérêt. Comme tu donnes l'exemple de la tarte, par exemple, ce qui est important, c'est la pâte. Après, comment ça va être à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un appareil à flanc ou pas? Et où est-ce que ça va être de la béchamel avec des légumes?
Voilà, en gros, c'est juste ça. C'est comme les choux. Vous n'allez pas apprendre la recette des choux avec une crème pâtissière, des choux type chouquette, des choux Caroline au jambon. Non, vous apprenez la pâte à choux et ensuite vous savez ce qu'on met dedans, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Oui. Et puis aussi, une fois, une de nos profs nous a donné un exemple. Elle nous a dit qu'une étudiante s'était trompée sur un type de garniture pour les choux et finalement les évaluateurs ont vraiment beaucoup apprécié ce qu'elle avait fait. Donc au départ c'était une faute, mais finalement ils ont trouvé ça très original et elle a eu une très très bonne note. Ouais, comme quoi. Oui, donc des fois, il faut pas avoir peur de ce que l'on produit. Le plus important, c'est de produire quelque chose et qu'il soit aussi bon. Mais si par exemple on remplace une crème par une autre, ça peut donner un très bon résultat et on aura une bonne note. C'est ça. Faut du moment que ça respecte forcément l'alimentation thérapeutique du sujet, hein, c'est la base. Oui, C'est du sans sel, faut pas mettre de sel, c'est la oui, base. Et aussi que ce soit bon. Et dès qu'on arrive à ça, finalement, ça va beaucoup mieux. Et comme souvent je dis, ce que moi, en tant que prof data, c'est ce que je dis à mes élèves, je dis au niveau hygiène, détendez-vous, quoi. oui. Détendez-vous. Voilà. Si c'est pas parfait, c'est pas grave non plus. Ok. Et après, toutes les autres épreuves écrites, aliments, nutrition, études de cas, tout ça, ça a été? Oui, ça a été peut-être un petit peu moins en étude de cas. Mhm. Le sujet était un petit peu difficile. Moi, j'ai fait un gros trou de mémoire. C'est passé, heureusement. En fait, on a eu un petit peu deux populations, si je me souviens bien. C'était les femmes enceintes et les enfants dans une même épreuve. Et il y avait beaucoup de conseils hygiène. Il fallait faire une affiche aussi. Donc, en fait, ça m'a un petit peu surpris parce que des fois, quand on révisait en classe, on était plus sur des sujets classiques Mm. et là, il fallait un petit peu plus de créativité. Il fallait aussi ressortir ce que j'avais vu durant les stages. Donc, ça m'a un petit peu bousculé dans ma tête, Déstabilisé. déstabilisé. En fait, il faut pas. Mm. Moi, c'était mon erreur. Je n'ai pas ressorti toutes les connaissances que j'avais par peur que ça soit faux. Mais le conseil que je pourrais donner aux personnes qui vont passer les épreuves, c'est de ne pas se sentir incompétent ou bien en lacune de connaissances. Des fois, c'est du bon sens. Il ne faut pas hésiter à ressortir les choses qu'on a vues durant les stages ou bien du vécu personnel, pas juste des cours. Et ça peut vraiment aider. Même si on sent qu'une réponse va être incomplète, c'est bien quand même de mettre une réponse, de ne pas laisser blanc, parce qu'on peut vraiment gagner des points de gauche et de droite. Donc, Ouais, c'est un un demi-point par-ci par-là, c'est toujours agréable, on va dire. oui. Et ta soutenance de mémoire, pas de problème particulier? Non, juste durant la soutenance de mémoire, mon conseil serait d'accueillir les remarques des jurys, de ne pas le prendre personnellement si ils sont pas du même avis et d'essayer de comprendre pourquoi ils font certaines remarques et de se remettre en question s'il le faut. Je Ouais. pense que c'est important. Des fois, ils essayent de poser des questions pour creuser un petit peu pour savoir pourquoi on a écrit telle chose ou bien pour connaître notre avis en tant que futur diététicien. Et c'est important de montrer qu'on a déjà des principes, des convictions et que certaines idées peuvent être changées en fonction de la situation. Mhm. Par exemple, la chirurgie bariatrique. Moi, c'est une question qu'on m'avait posée sur un des cas que j'avais fait et on m'avait demandé si pour moi la chirurgie bariatrique c'était efficace ou pas. Et on a eu un petit débat sur si c'était nécessaire de le faire, si je l'encourageais, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place à côté de la chirurgie bariatrique. Donc forcément, beaucoup de personnes vont dire que non, ça sert à rien, il faut se diriger Mhm. vers une alimentation équilibrée et personnalisée. Et d'autres personnes vont se dire que non, ça va pas marcher parce que la personne a déjà essayé et ça va lui permettre de perdre du poids. Et finalement, on peut pas se pencher ni vers le oui ni vers le non parce que le plus important, c'est le patient, ce qu'il veut,
sa perception des choses et ce qui peut être mis en place. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, en effet, la soutenance, on est là, on veut voir quelle diète vous serez quand vous serez diplômé. Et donc, c'est ça, de se dire, bah, en effet, des fois, il peut y avoir des questions comme ça sur, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Surtout, bah voilà, là, ça peut être sur ça peut être sur quelqu'un qui a fait un stage des fois chez Nature House ou chez un diète en libéral et que il était très restrict. Bah, on peut demander à l'élève, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mm, quoi votre avis par rapport à ça? Et en effet, souvent, c'est ni tout blanc ni tout noir, en fait. Et comme tu dis, c'est de se dire, bah, on se recentre vers les besoins du patient, vers ce que lui, il est capable de faire, etc. oui. Donc, je pense que ça, ton jury a beaucoup apprécié. Je pense qu'ils veulent aussi voir si on est capable d'argumenter Oui. et si c'est en accord avec ce qu'on a écrit dans le mémoire. Tout à fait, ouais. Puis après, on veut aussi tester vos connaissances Mm, parce que on a déjà vu des mémoires finalement de très très bonne qualité à l'écrit, mais à l'oral, la personne n'a aucune connaissance. Mais quand je dis aucune, mm, c'est aucune. mm, Donc, on se demande si vraiment c'est la personne qui l'a écrit ou mm. si elle est juste stressée, on ne sait pas. Mais voilà, on veut savoir aussi si vous avez connaissance pour demain être soit en libéral, soit dans un hôpital et gérer des patients. Et selon toi, maintenant que tu es en place, que tu travailles, etc., quelles sont les qualités essentielles pour être diététicienne? Alors, les qualités essentielles, déjà la bienveillance. Mhm, Et ça, honnêtement, je l'ai vu et je l'ai compris dans les stages. En fait, je me rappelais de toi, même si on se connaissait pas, mais quand en regardant tout le temps groupe diététique bienveillant, je me disais mais pourquoi bienveillant? Pourquoi c'est ça? Et finalement, je me rends compte que oui, il faut de la bienveillance tout le temps. Parce que les patients n'ont pas choisi d'être là où ils sont, ils n'ont pas choisi d'être malades, ils n'ont pas choisi d'être confrontés ni aux soins, ni à un régime alimentaire, ni à la dureté de ce qu'ils sont en train de vivre. Et oui, il faut être bienveillant, il faut être à l'écoute, il faut être capable de s'adapter. Il faut s'adapter aux patients, proposer des conseils adaptés aussi. Donc, c'est bien de ressortir tout ce qui est présent dans les cours et de suivre aussi les tuteurs de stage, de faire comme ils font. Mais il ne faut pas hésiter à proposer quelque chose qui soit plus adapté, peut-être plus créatif, de sortir en fait de cette box dans laquelle on nous met. mhm. Donc voilà, il faut, oui, voilà, la quatrième chose, il faut être créatif, surtout avec les populations comme les enfants et les personnes âgées. Parce que finalement, avec les adultes, la plupart du temps, on peut négocier des choses pour que ça soit fait à la façon classique. Mais des fois, avec les enfants, il faut négocier un petit peu plus, il faut leur proposer différentes choses, des choses que eux, personnellement, apprécient. Pour les personnes âgées, c'est pareil. Donc, il faut pas hésiter à être créatif. Très bien. Est-ce que déjà sur bah, tes études, ton cursus, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter là-dessus? Ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est vrai que c'est des études qui ont été difficiles. Moi, je m'attendais pas à un niveau qui soit aussi haut. Parce qu'en venant d'études qui finalement sont très très scientifiques, des fois on se dit que la nutrition ça va plus être axé sur les sciences des aliments et finalement pas du tout. Ça regroupe beaucoup de choses. Le niveau est assez haut. Et donc pour tous les étudiants qui sentent que voilà, ça va, c'est des études qui ne sont pas au même niveau que les autres professionnels de santé, parce qu'on l'entend souvent, moi je dirais que c'est faux, parce qu'en termes de biochimie, de physiologie, on Mhm. est pareil, au même niveau que les autres. Même des fois, on va en connaître plus. La diététique, c'est pas facile, la diététique thérapeutique, donc il faut s'accrocher. Mais c'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas réalisable, que ce n'est pas faisable, et que si on veut vraiment le faire, on peut trouver mille façons d'y arriver. Donc il faut pas avoir peur, il faut se laisser le temps et il faut aussi se faire confiance. Voilà. Ok, non, c'est bien dit. C'est bien résumé. Et maintenant que tu as eu ton BTS, Oui.
Ton post-BTS, finalement, comment ça se passe? Quelle activité tu as professionnelle? Ou peut-être que tu es encore en études, je ne sais pas. Alors moi, j'ai décidé de continuer mes études et de faire une troisième année en BUT, génie biologique. Dans cette formation que j'ai choisie, ils proposent la formation à l'ETP. Donc ça m'a permis d'avoir les 40 heures de TP qui généralement sont demandées en milieu hospitalier. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Au départ, je voulais faire une licence professionnelle. Mhm. Et finalement, je me suis tournée vers génie biologique parce que j'ai senti que ça me permettrait de recentrer mes connaissances sur l'hospitalier, de me préparer plus à l'hospitalier, contrairement aux licences professionnelles qui généralement vont donner un petit peu de tout et qui pourraient aussi nous faire spécialiser à la restauration collective. Vu que la plupart des licences professionnelles sont en alternance, je pense la plupart, parce qu'il y en a juste deux ou trois qui sont en initiale ou continu, et donc les autres sont en alternance, et l'alternance généralement c'est en restauration collective. Il n'y a pas d'alternance en thérapeutique. Et vu que moi mon projet pour l'avenir c'est le milieu hospitalier, donc je me suis dit que ce n'était pas le plus convenable pour moi, la licence professionnelle. Et ça te plaît, ton BUT? Oui, ça a été un très bon choix. Ça m'a permis de revoir la population âgée plus en détail, la dénutrition aussi. Ça m'a permis de voir des maladies qu'on voit moins au BTS, comme les maladies métaboliques chez les enfants, un petit peu plus de mucoviscidose, le cancer. Ça m'a aussi permis de voir en détail les allergies, tout type d'allergies, chez les enfants comme chez les adultes. Et c'est vrai que durant le BTS, on était vite passé sur ces Oui. notions-là. Mais donc là, tu vas finir ton année, là. Oui. Et donc après, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, donc moi j'ai déjà lancé mon activité en libéral D'accord. depuis le début de cette année, Mhm. dès l'obtention de mon diplôme. Et le but après, ça serait de continuer l'activité en libéral et de l'associer avec une activité en milieu hospitalier, ou bien de faire un master en attendant de trouver un poste. Ok, super. Beau projet. Et donc, tu as réussi à allier ton BUT, donc la charge de travail du BUT, je ne sais pas si elle est aussi importante que le BTS, plus du libéral. Oui. En fait, donc, je me suis lancée en libéral en janvier 2024. Donc, on avait pratiquement eu tous les cours qu'on devait avoir en BUT le premier semestre, ce qui Mhm. m'a laissé plus de temps pour le deuxième, pour faire tout ce qui est paperasse, trouver un local. Et donc, je dis que je me suis lancée en janvier, mais j'ai réellement commencé en février-mars. D'accord. Donc, Donc, ça là, fait on très, avait très peu de temps, là. oui, très peu de temps. Le temps de trouver un cabinet qui soit bien au niveau de la localisation, où il n'y a pas beaucoup de concurrence, en termes de loyer aussi, bah, ça prend du temps. Je n'ai pas voulu me prendre n'importe quel cabinet. Donc finalement, l'installation s'est bien faite et ça s'est fait dans une période où on avait moins de cours. On avait plus des travaux à rendre, des projets de groupe. Donc c'était plus facile que d'avoir des cours à travailler Mm. régulièrement et début des stages. Ouais. Ah oui. Donc, oui. Donc, finalement, c'était un bon choix de me lancer maintenant parce que ça me permet de voir comment dans l'avenir ça pourrait être entre le travail à l'hôpital et le cabinet à côté. Ça me donne vraiment une image de ce que ça sera dans l'avenir. Ok. Bon, bah, très bien. Déjà, tu auras un beau bagage pour envoyer ton CV en thérapeutique. Donc, ça, c'est Oui. super. Est-ce que tu as prévu de faire d'autres formations en plus par la suite? Si je ne fais pas le master, forcément, je ferai un DU. J'aimerais beaucoup faire un DU de l'obésité chez les enfants et les adolescents. Dans mes stages, j'ai pu faire de la pédiatrie, mais c'était plus de la pédiatrie en oncologie. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir l'aspect obésité chez les enfants, de pouvoir apporter aussi quelque chose dans ce domaine-là, parce que maintenant dans la population, il y a de plus en plus d'obésité, surtout chez les enfants. Et je sais que actuellement, il y a beaucoup d'études et de recherches qui sont faites sur ça. Donc, j'aimerais être à jour et pouvoir me spécialiser dans cette facette. Est-ce que pour ta vie professionnelle, tu as d'autres envies pour le futur? Est-ce que tu imagines quelque chose dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Je sais pas. Probablement, oui. En fait,
l'une des raisons pour laquelle je me suis lancée dans la nutrition, ça a été une situation en rapport avec un membre de ma famille qui est atteint de la maladie cœliaque. Donc, maladie cœliaque, le seul traitement, c'est le régime sans gluten. Et quand on a su l'existence de cette maladie, c'était en 2014. Et donc, à l'époque, moi, je n'avais pas commencé mes études, je ne savais pas ce que c'était cette maladie, ni qu'était le gluten. Donc, maintenant, ça va faire à peu près 10 ans que je fais mes propres recherches, que j'essaye de trouver des techniques appropriées pour réaliser des plats sans gluten qui soient bon. Je me suis un petit peu comme spécialisée dans ça et j'aimerais dans le futur avoir une activité axée sur la cuisine et sur le sans gluten. Donc j'aimerais bien avoir par exemple ma pâtisserie ou bien mon traiteur qui propose des produits sucrés ou salés sans gluten et sains en même temps. Parce qu'en fait, le truc, c'est que souvent, le sans gluten, même qu'on trouve dans le supermarché, par exemple, les pâtes ou autres, bah, il y Oui, a des additifs, voilà, il y a plein de trucs, c'est pas forcément super sain. oui, Si tu peux associer les deux en traiteur, ce serait top, ouais. oui. Et ça ferait toute la différence, comme tu l'as dit, avec tous les autres, parce que soit c'est des produits qui sont remplis d'additifs, soit ils sont très enrichis en sucre et en lipides, mais très pauvres en minéraux, vitamines et protéines, soit ils sont pas bons. Oui, Tout aussi. simplement. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aimerais bien faire découvrir aux gens que la cuisine sans gluten, ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être quelque chose de super bon, fait avec des produits de base, mais c'est juste la technique et comment c'est fait qui va faire que le produit final va être bon et adapté aux personnes qui suivent le régime, sans qu'elles se mettent en danger, sans qu'elles ne ressentent constamment des ballonnements, sans qu'elles ne se sentent isolées, Oui. parce que tout le monde mange de super bons gâteaux qui sont beaux visuellement aussi et que nous, on a toujours notre part de gâteaux comme ça. Pour moi, il devrait y avoir des choses, enfin des produits sans gluten qui pourraient être aussi consommés par les populations qui ont un régime normal et pour que ça regroupe tout le monde sur une même table. Non, mais totalement. C'est un beau projet. Merci. Et donc, j'espère que dans 5-10 ans, je pourrai faire ceci. Là, actuellement, ce n'est pas encore possible. J'ai ça comme projet. Ouais, c'est un super projet. Franchement, bravo. Tu nous tiendras au courant, on sait jamais. J'ai deux dernières questions. La première, est-ce que si là on te disait si tu étais prête à refaire la même chose, tu referais pareil ou tu changerais quelque chose pour ton orientation ou ton diplôme ou voilà. Si je referais pareil, je pense que oui, je referais pareil dans la même école. Ce que j'aurais changé, c'est la façon dont j'ai travaillé. La première année, je n'ai pas fait de fiche, je me suis pas fait de mémotechnique. J'ai travaillé toute seule, alors que la deuxième année, ça s'est beaucoup mieux passé parce que j'ai commencé à me faire des fiches récapitulatives. Donc c'était moins stressant pour les révisions après. J'ai travaillé avec mes amis, mes camarades de classe et ça m'a surpris parce que je ne pensais pas que travailler en groupe, ça aurait une aussi bonne influence sur la qualité et la quantité de révision qu'on peut faire passer. Moi, je me souviens, le dernier mois avant les épreuves du BTS, ça a été le meilleur parce que j'ai lié des liens avec une personne en particulier, une camarade de classe, et chaque jour on se voyait pour réviser un chapitre d'une matière. Et finalement, quand je rentrais chez moi, je me sentais apaisée parce que je n'avais plus autant de chapitres à réviser toute seule. Je savais que je les avais révisés avec elle. J'expliquais ce que j'avais compris et elle faisait de même. Donc ça permettait de revoir et d'être sûr que ce qu'on a vu en cours, c'était bon. On avait comme une sorte de checklist que toutes les connaissances qu'on devait avoir, c'était acquis. Je pense que j'aurais dû faire ça depuis la première année pour m'éviter un stress les derniers mois. C'est un bon conseil, ouais, parce que des fois on peut se dire, moi je dis souvent qu'il faut avoir un petit groupe les petits groupes, comme je dis souvent. C'est vrai que des fois, certains peuvent voir ça d'un côté un peu anxiogène, se dire, ouais, mais en groupe, si on n'est pas tous au même niveau, ça va être compliqué. Et en fait, on avance plus vite, finalement. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on définissait en avant les chapitres et les matières qu'on allait voir et qui représentaient un stress ou des difficultés. Si, par exemple, moi, je suis très à l'aise avec les sciences des aliments et qu'elle aussi, on va pas revoir ensemble sciences des aliments. On Mhm. va plus se pencher sur la biochimie et on va se dire ce qu'on va vraiment faire en biochimie, pas revoir de A à Z tout. Ça sera plus revoir les réactions les plus importantes, revoir ensemble les molécules
comprendre à tout prix. En physiologie, c'est plus l'anatomie, les schémas à noter. Donc, on ciblait vraiment ce qu'on voulait revoir dans la matière. Et voilà, on se donnait rendez-vous pour revoir tel truc pour être sûr que c'est bénéfique pour les deux. C'est ça, c'est ça. Et que chacun avance quand même, quoi. Oui. C'est ça. Je faisais ça, mais avec les annales. On était un groupe de 3, mais on était en visio, parce qu'on était chaque coin de la France. Et on se disait, bah voilà, tel jour, on se donne rendez-vous, on se prévoit 3 heures et on fait telle annale, on faisait, et après on voyait, voilà, toi t'as marqué quoi? Bah moi j'ai marqué ça, et toi t'as marqué quoi? Bah moi j'ai marqué ça. On regardait la correction, on fait, bon, bah alors, toi t'as bon, toi t'as faux. Alors pourquoi t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? Et comme ça, on essayait d'un peu de voir comment on pouvait l'aider pour savoir pourquoi elle a pas compris et Oui. pourquoi elle a noté ça. Et voilà, c'est ça qui fait avancer les choses. Et en effet, après, comme tu te dis, finalement, on se sent plus soulagé et apaisé et beaucoup moins stressé. Oui. Ça, c'est un très, très bon conseil. Est-ce que tu en aurais d'autres à donner pour finir? Peut-être que tu n'avais pas donné de tout à l'heure. D'autres conseils à donner aux futurs élèves ou aux élèves qui sont déjà dans le BTS? À un moment donné, j'ai dit que il fallait donc bien sûr suivre par exemple les tuteurs de stage ou bien suivre les conseils des anciens étudiants. Il faut en fait suivre et faire confiance aux personnes qui donnent des conseils, mais il faut pas hésiter à sortir de l'ordinaire et de se dire que si nous on a une autre façon et que ça fonctionne, il faut aussi la suivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce BTS qui sont très vastes, très vagues. On n'a pas tous le même parcours, donc si on n'est pas comme les autres, c'est pas grave. Si on ne fait pas comme les autres, c'est aussi pas grave. Faut pas avoir peur de ça. Moi, je sais que il y avait des étudiants qui disaient que ils voulaient suivre telle méthode de révision. Il y a la méthode des J, il y a la méthode, on rédige tout sur une feuille et après on va cacher cette feuille, on rédige tout en rouge sur une deuxième feuille blanche. Et le but, c'est à chaque fois de voir si on a tout renoté. Exactement pareil. Et à un moment donné, s'il y avait trop de rouge sur la feuille, c'est que c'était pas bon. Il fallait recommencer. Et moi, par exemple, ça, c'est une source de stress pour moi. S'il y a dans le cercle de personnes avec qui on étudie, toutes les personnes font ça et que nous, on veut pas le faire, on ne le fait pas. C'est Des ça. fois, il y a des conseils qui sont donnés qui sont très stressants, mais que les étudiants vont quand même suivre parce qu'ils pensent que c'est ça ou rien. Si je ne suis pas cette méthode, c'est que je vais forcément ne pas Pas réussir. y arriver, ouais. Voilà. C'est vrai, c'est ce que disait une des profs de biochimie, là, Isabelle Pascal, elle avait dit ça dans la capsule en disant que elle a déjà rencontré une élève qui lui a dit je suis paniquée parce que tout le monde fait des fiches, moi j'arrive pas à en faire. J'ai essayé mais j'y arrive pas. Bah n'en fais pas. C'est que c'est pas fait pour toi. C'est pas grave. Tu trouveras un autre moyen pour toi d'apprendre. C'est que ce moyen n'est pas fait pour toi. Par exemple, ce que tu disais sur j'écris le cours machin si c'est bon ça va, si c'est pas bon j'efface et je recommence. Moi, par exemple, je faisais ça pour les valeurs nutritionnelles. J'écrivais la première ligne. Si c'était bon, je passais à la deuxième. Et dès que j'avais faux ou dès que je ne savais plus, bah, j'effaçais tout, je recommençais. Pour moi, ce n'est pas un stress. Pour moi, c'est une question de maîtriser quelque chose. Chacun a son aperçu, hein. Moi, je faisais ça aussi pour les valeurs nutritionnelles, mais par exemple, j'étais incapable de faire ça pour la physiopathologie. Ça, c'était D'accord. trop stressant pour moi de balancer tout ce que j'avais sur la maladie et après je me disais mais en fait, j'ai rien retenu et ça me stressait. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est plus des gens qui vont apprendre par cœur quelque chose sans forcément le comprendre. Oui, Et moi aussi, c'est pareil, c'est très stressant. J'avais une collègue de classe, mais dans ma vie avant, oui, qui, elle, pareil, elle apprenait mot à mot tout le cours du professeur et elle apprenait vraiment comme ça, mot à mot. Et si elle n'arrivait pas à remettre exactement la même chose, ça la paniquait. Un mot, ça la paniquait. Elle savait pas reformuler les choses parce que finalement, elle avait pas compris. oui. En parlant de ça, pour les épreuves, c'est bien des fois d'écrire des choses en points, parfois, pas toujours, mais ça donne l'impression de bien cibler les pensées et ce que l'on veut donner comme réponse. C'est-à-dire que moi, des fois pour les contrôles continus, quand je rendais ma feuille et que je la comparais avec les autres, je stressais beaucoup parce que tout le monde écrivait 3-4 feuilles doubles avec de gros Ah oui. paragraphes et moi j'étais en mode telle est la réponse, Ah, point, deuxième point, troisième point et finalement j'avais de très très bonnes notes juste en mettant en point. oui, d'accord, ok. Mais quand je veux dire en point, c'est pas un mot par point. Tu sais quand même des phrases. Oui, oui, je veux des phrases, mais c'était vraiment, Succinct. c'était, oui, En fait, c'était concis et clair. C'est ça, oui, c'est que souvent, il y a des élèves, moi j'ai les deux dans ma classe, c'est-à-dire que je vais avoir des élèves qui vont me faire des lignes et des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, et en recrachant énormément de choses avec plein de mots, mais j'ai quelqu'un d'autre qui va me faire exactement la même chose, mais beaucoup plus condensé. Et finalement, moi, en tant que correcteur, je préfère le truc condensé. Je comprends pareil oui, que le truc où il y a plein de lignes. oui.
Après, il faut qu'il y ait des phrases, c'est-à-dire qu'il faut quand même des sujets, verbes, compléments, Oui, parce qu'il y en a, ils vont mettre aussi, ils vont être trop concis, ils vont mettre que des mots. oui, Donc là, faut être un peu entre les deux, mais je trouve que ta méthode est bien, ça suffit totalement, et en plus, ça t'apprend à l'épreuve à aller tout de suite à l'essentiel, oui, parce qu'en fait, le fait d'écrire plein de lignes, on perd énormément de temps. oui. En fait, moi, j'adoptais cette méthode dans certaines matières. Mm. Par exemple, en biochimie et en sciences des aliments. Oui, Mais en EDC et base physiopathologique, je faisais pas ça parce que là, il fallait vraiment bien détailler. oui. Et surtout montrer l'explication et d'où est-ce que c'est venu et tout ça. Mais en sciences des aliments, quand des fois c'est des questions où il faut recracher quelque chose, je pense que mettre en point, visuellement, c'est plus facile à lire. Oui, c'est comme dans le mémoire, on vous demande souvent de mettre des tableaux ou même dans les épreuves des Oui, tableaux parce que c'est beaucoup plus concis et clair. oui, Quelqu'un qui fait des lignes et des lignes pour expliquer l'hygiène d'un établissement, oui, on comprend, mais oui, un tableau des 5M est beaucoup plus clair. oui, oui. Voilà. Pour d'autres conseils, peut-être pour la candidature des stages, la lettre de motivation, je pense que c'est encore plus important que le CV. C'est plus important que l'expérience précédente et ce qu'on sait faire et à quelle langue on sait parler. Moi, durant les entretiens, je le voyais bien. On me posait des questions sur mon CV, on me demandait voilà de petites questions, mais après tout le reste, c'était sur la motivation, sur ce que j'envisageais et on regardait souvent ma lettre de motivation pour me poser des questions sur ça. Donc moi, j'encourage les étudiants à faire de belles lettres de motivation, à ne pas faire des lettres qui sont très classiques, qui montrent que l'aspect diététique de ces études, de plus cibler, surtout en thérapeutique, de cibler des services spécifiques ou bien cibler des objectifs personnels. C'est ça, c'est faut que ce soit quelque chose de vraiment personnel. Il faut qu'on sente en effet votre motivation à devenir diététicien ou diététicienne et votre motivation à travailler dans cet établissement, dans tel ou tel service. C'est vraiment important, c'est vraiment bien de le dire, ouais. Et même dans l'entretien, il faut que ça se sent, la candidature ou bien le fait d'être accepté quelque part, ça se passe en deux phases. C'est candidater et puis l'entretien. Et l'entretien aussi, c'est important de montrer qu'on est souriant, qu'on est une personne qui est capable de travailler avec une équipe, qui est capable d'argumenter, mais d'accepter aussi le point de vue de la personne qui va nous prendre en charge. C'est important de sourire, c'est important de montrer qu'on est à l'aise, qu'on est ouvert à la discussion. Il faut essayer de ressortir tout le positif. Et finalement, il faut croire en tout ce qui est positif. Il faut montrer qu'on croit en ça, qu'on veut que ça se passe bien et que ça va bien se passer. Je pense que c'est important de faire ressentir ça à l'entretien. C'est vrai, tu as totalement raison, ouais. C'est très important en plus, la lettre de motivation. Oui, C'est souvent trop sous-estimé, en effet. oui. J'avais pas d'autres questions. On a fait le tour. Donc, je voudrais te remercier, en tout cas, pour cet échange. C'était vraiment très agréable. Merci de faire tout ça pour les étudiants. J'ai passé beaucoup de temps en lisant les posts qui étaient sur ton groupe et ça m'a vraiment beaucoup aidé, tant au niveau études qu'au niveau personnel pour avancer. Des fois, il y avait des messages d'encouragement, l'expérience des autres aussi qui passent par le BTS. Donc voilà, je trouve que c'est un bon support professionnel et personnel pour les étudiants. Bon, merci beaucoup. Je suis contente de ce retour. C'est fait pour, en tout cas. Je voudrais te remercier pour avoir accepté. Je te souhaite le meilleur. N'hésite pas si tu ouvres un traiteur, une boulangerie, quoi que ce soit. Si le groupe existe toujours, si mon podcast existe toujours, de faire un coucou. Et je serais ravie qu'on rediscute de tout ça. Donc, je te souhaite le meilleur et je te remercie encore. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'est vrai que cela est toujours très enrichissant d'avoir des témoignages d'élèves venant de divers horizons. Je remercie donc chaleureusement Noura pour son partage, sa spontanéité et sa gentillesse. Et comme toujours, je vous remercie vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Pensez à partager et liker ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye!